Définie généralement comme étant une réflexion critique sur la totalité de l'expérience humaine, la philosophie semble être un concept difficile à cerner. Après avoir abordé avec vous, dans le cadre de notre émission Révision, la problématique de ces définitions qui concerne le domaine 1 de la philosophie, nous voilà encore réunir ici au lycée Maurice Delafosse pour aborder le domaine 2 de la philosophie qui est communément appelé la vie sociale. Ça concerne les leçons comme nature et culture, individu et société, conscient, inconscient, État et pouvoir politique, et enfin la liberté. Nous avons le plaisir d'être ici donc et d'être reçus par le professeur Kandji, un grand professeur Kandji, avec qui on va essayer d'aborder ces questions, ces différents chapitres ou leçons donc de la philosophie. Voilà donc M. Kandji, ouais. C'est un plaisir un peu d'être ici avec vous pour quand même aborder 4 ou 5 chapitres qui concernent un peu le domaine de la philosophie. Évidemment. Voilà. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos téléspectateurs? Merci M. Diack, je me nomme M. Kandji, je suis professeur de philosophie ici au lycée Mix Maurice Delafosse depuis 2006, bientôt 8 ans. Alors, nous sommes là dans le cadre évidemment du travail qui consiste véritablement à contribuer à la formation de ces jeunes âmes, formation que nous considérons comme un véritable sacerdoce, une mission que nous nous proposons de remplir avec beaucoup de dévotion, avec beaucoup d'engagement, mais aussi et surtout avec beaucoup d'humilité. Donc, je pense que c'est dans ce cadre-là que nous sommes là au service de la nation et au service de la jeunesse. Merci beaucoup, M. Kandji. Nous avons abordé lors de notre première émission consacrée à la philosophie le domaine 1, qui consiste un peu à voir la problématique même de la définition de la philosophie. C'était avec le professeur Daoud Gueye, qui est un professeur de philosophie au lycée de Ouakam, avec qui nous avons vu, en tout cas, c'est quoi le philosophe, qu'est-ce qui différencie un peu la philosophie des autres formes de connaissances. Aujourd'hui, nous sommes avec vous pour parler du domaine 2 de la philosophie, qui est communément appelé également la vie sociale. Justement, pourquoi le vocable ou le terme vie sociale? Oui, en fait, j'allais dire que M. Gueye, que vous évoquiez tout à l'heure, Daoud, c'est un grand frère qui nous a devancés dans le métier, aussi bien à la fac que dans l'exercice de la philosophie. Vous imaginez un peu la tâche qui nous attend si déjà il commence véritablement par introduire ce domaine ô combien vaste mais également ambitieux que nous considérons comme le pilier de la philosophie. Et partant évidemment de là où Daoud Gueye avait véritablement déposé ses balichons, c'est-à-dire dans ce domaine 1, il y a un chapitre phare, je le rappelle très souvent aux élèves, c'est les grandes interrogations philosophiques, le chapitre 2. Dans ce chapitre, on abordait pratiquement 3 grandes interrogations, l'interrogation métaphysique, l'interrogation axiologique ou la morale, et particulièrement l'interrogation anthropologique. Et c'est en anthropologie, on le dit aux élèves, en domaine 1, lorsqu'on présente ce thème, on ne fait que, comme qui dirait, l'introduire, l'annoncer. Parce que la complexité de l'homme en anthropologie, comme science qui étudie l'homme, est telle que la multiplicité des dimensions et la pluralité des facettes qu'incarne l'homme sont telles que nous ne pouvons pas, en un tour d'horizon, évacuer vite fait ce domaine. Mais on l'introduit et on promet aux élèves de revenir sur la prise en charge réelle et effective des différentes dimensions que l'anthropologie cherchait à annoncer. Et c'est ainsi que quand tu introduis l'anthropologie, d'entrée de jeu, tu as pour vocation d'introduire, ou si tu veux, de définir l'homme. Et dans la définition de l'homme, vous avez ce qu'on peut appeler ici la nature. Il faut dégager l'essence, la nature. Qu'est-ce que l'homme par essence? Qu'est-ce qu'il est essentiellement? Et maintenant, après, voir, dès que tu poses la question, qu'est-ce que l'homme par essence? Immédiatement, on est un peu gêné par ce qui le recouvre. On est gêné à la fois par son habillement et son habillage. Je fais une spécificité dans ces deux termes. Parce que l'habillement et l'habillage de l'homme donnent ce que l'on va appeler la culture. Vous savez, quand je pose la question « qu'est-ce que l'homme ?» on a envie de le regarder dans sa nudité naturelle, originelle. Mais les habits qu'il porte, les lunettes qu'il met sur le visage, tout le recours à l'artifice qu'il a tendance à faire m'empêche de savoir qui il est. C'est ça que j'appelle ici l'habillement. Mais l'habillage, c'est son beau sourire, son regard un peu enthousiasmé
qui ne me permet pas de savoir s'il est fâché, s'il est content, s'il est lui-même. Donc, je n'arrive pas à accéder à son essence et à savoir qu'est-ce qu'il cache derrière ce beau sourire ou qu'est-ce qu'il cache derrière ce regard un peu renfrogné. Donc, il use de la culture pour me cacher sa vraie nature. Et nous, lorsque nous voulons connaître l'homme, il faut qu'on le dépouille de tout ce que l'on appelle culture pour accéder à son essence, savoir qui il est réellement et véritablement. Une fois qu'on relève ce pari-là, on avance maintenant vers une autre dimension de l'homme qu'on appelle la dimension individuelle. Pourquoi? Parce que dès que vous parlez de l'homme, immédiatement vous pensez aux autres hommes. Parce qu'il semble être unique dans son universalité et dans sa généralité, mais il est pluriel parce que chaque homme a une dimension singulière, particulière, qui détermine son être. D'où il faut naturellement étudier l'individualité du sujet, l'individualité de l'homme, pour le différencier de son semblable et pour le différencier de ce qu'il n'est pas. À côté maintenant de cette différenciation se joue et se cache un autre élément qui permet, au-delà de la différence, de retrouver une homogénéité. Nous sommes différents dans nos modes, nos manières d'être, mais en réalité, nous ne sommes pas foncièrement différents parce que nous vivons dans un même groupe, dans un même milieu, dans une même communauté qui s'appelle la société. Nous avons beau être riches les uns, pauvres les autres, méchants les uns, généreux, gentils les autres, mais au moins nous avons la même appartenance d'être des produits, d'être des œuvres fabriquées dans une usine qui s'appelle le Sénégal. Donc nous sommes tous des made in Sénégal. Le Sénégal est la société et l'usine qui nous a fabriqués et qui nous a produits. Et nous tous, nous portons les marques indélébiles de notre sénégalité. C'est sous ce rapport que la société permet aux individus de se retrouver au-delà de leurs différences individuelles et particulières. Ainsi, il faudra continuer également à avoir une autre dimension beaucoup plus fondamentale chez l'homme, qu'on pourrait même être tenté d'appeler une dimension psychologique. C'est son état d'esprit, c'est son état de conscience, c'est sa façon à lui de percevoir les choses extérieures, les phénomènes extérieurs, de percevoir l'autre, mais de se percevoir soi-même. Et pour ce faire, il faut se connaître et savoir qu'on ait une conscience consciente de notre existence, de notre être là, de nos états d'esprit, de notre pensée, de nos idées, de qui nous sommes et de qui les autres sont. Mais à côté de la conscience se cache une autre dimension qui souvent aussi a tendance à fausser les règles du jeu, c'est la dimension inconsciente. C'est qu'en fait, le même sujet est conscient, mais il lui arrive parfois d'être sous le joug, sous la domination de l'inconscient. L'inconscient est cet état qui très souvent constitue l'ombre de la lumière de la conscience. La conscience illumine notre vie, illumine nos actions, illumine nos pensées. Mais l'inconscient souvent vient comme le jour et la nuit, comme la lumière et l'obscurité. Parfois, l'homme est un peu gagné, dominé par l'obscurité. Il est complètement dans une absence totale, tantôt partielle, tantôt momentanée, tantôt également. Pour dire que l'inconscient est également une dimension de notre individualité, mais c'est également une dimension de l'homme, une dimension de notre être. À côté de conscience inconscient, il faudra nécessairement prolonger vers ce chapitre ambitieux qu'on appelle État et pouvoir politique. Pourquoi ici État et pouvoir politique? Parce que l'État tel qu'on le conçoit dans la terminologie moderne et contemporaine est une institution qui ne peut véritablement s'institutionnaliser que lorsqu'il trouve son fondement dans l'activité politique. L'activité politique est celle-là à travers laquelle, évidemment, l'État comme institution, comme instrument, s'érige véritablement en une forme d'organisation qui assure le fonctionnement de la société. On a comme l'impression que tout ce qui se dit et se dira dans individu et société va encore se recouper dans l'État. Parce que l'État va prendre le dessus sur la société et va se charger de façon officielle à gérer et à assurer tout le fonctionnement de la société en prenant les normes, les valeurs, la morale, tout ce qui constitue les fondements de la société. L'État va les conserver, les maintenir, mais va les structurer, va les formaliser, j'ai envie de dire, va les institutionnaliser. Et il nous faudrait nécessairement passer par la politique pour que cette institutionnalisation ait un caractère officiel et non officiel. Maintenant, après le chapitre État et pouvoir politique, nous aurons l'occasion de voir le chapitre aussi si vaste que j'appelle chapitre Carrefour, la liberté. En réalité, quand on aborde là la liberté, vous verrez que tous les autres thèmes vont encore revenir. Parce que la liberté, c'est ce que Paul Valéry appelle un de ces détestables mots qui ont fait tous les métiers. Voyez les métiers. Tous les métiers
et dont la mémoire est barbouillée de théologie, si vous êtes dans la religion, barbouillée de morale, si vous retournez dans la société, barbouillée de métaphysique, si vous retournez encore en philosophie, barbouillée également de politique, si vous êtes dans l'État, parce que la grande question est de savoir, est-ce que nous sommes libres dans l'État, ou bien est-ce que l'État n'est-il pas un instrument ayant tendance à limiter, à entraver et à nous priver de notre liberté. Nous parlerons de la liberté aussi en allant vers la science, en allant vers le sens commun, en allant vers toutes les autres dimensions de la vie sociale pour montrer qu'en réalité, il n'y a aucun individu, aucun être qui dans sa vie n'a pas une expérience intérieure, personnelle, individuelle, interactive avec la notion de la liberté. Voilà les 5 chapitres si vastes et ambitieux que nous aurons l'occasion de parcourir dans le cadre du domaine 2 intitulé Vie sociale. Merci professeur. Voilà, Vraiment, vous venez d'introduire de façon très brillante ce qui concerne un peu notre débat d'aujourd'hui. Peut-être nous allons, étape par étape, essayer de revenir sur ces questions-là, qui me trouvent être également chacune d'elles une question importante, mais vaste et ambitieuse, comme également toutes les questions philosophiques. Maintenant, pour revenir sur la notion de nature et culture. Oui. De façon assez profane, on définit souvent la nature comme étant ce qui est inné. Oui. Et que la culture, tout ce que l'homme a ajouté à la nature. Est-ce que réellement ces définitions, quand même, permettraient un peu de cerner les deux notions? Oui, en fait, vous dites de façon profane, de toute façon, on ne saurait dérouler une réflexion en philosophie que si on s'appuie sur les conceptions populaires, sur les conceptions basiques, les conceptions élémentaires. Parce que Socrate nous rappelait toujours, quand vous faites de la philosophie, il faut toujours partir de ce que l'interlocuteur reconnaît savoir déjà. Donc nous ne pouvons pas comme ça, dans l'absolu, naviguer un peu à des dimensions et des niveaux très élevés de nature et culture, de telle sorte qu'on ait l'impression que ça n'a rien à voir avec l'expérience humaine. Alors, quand on parle de nature, évidemment, on a tendance très souvent à recourir à l'inné. Et lorsqu'on parle de culture, immédiatement, on y ajoute l'acquis, comme vous venez de dire, ce que l'homme ajoute à sa nature. Mais il faut aller au-delà. Pourquoi? Parce que lorsque vous posez le problème de nature et de culture, se joue ici un élément fondamental. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas et vous ne devez pas vous renfermer dans l'idée de nature comme si, en réalité, ça n'avait rien à voir avec les phénomènes extérieurs, mais qu'il s'agit essentiellement de la nature humaine. C'est vrai qu'ici, il faut considérer que nature comme culture n'a de sens que lorsque nous l'articulons à l'homme. C'est vrai. Il est question de parler de la nature de l'homme, si vous voulez, de la nature humaine, mais il est également question de parler de nature dans une autre dimension, même si cette dimension ne peut avoir de sens que lorsqu'elle est articulée avec l'homme. Vous parlez ici de nature comme milieu. Vous parlez de nature comme environnement. Ce milieu, c'est environnement dans lequel évolue l'homme. Mais hélas, l'homme n'est pas le seul être, n'est pas la seule créature à vivre et à évoluer dans la nature. Il partage ce milieu avec les animaux. Il le partage également avec les végétaux. Il le partage également avec les autres êtres. Je pourrais les énumérer comme les minéraux, comme les objets, comme les choses, comme l'air, le vent, la poussière. C'est autant d'autres éléments qui sont intégrés dans la nature. Donc, une manière de dire que la nature n'est pas seulement, l'interrogation sur nature et culture ne porte pas exclusivement sur la nature de l'homme comme essence. Mais étant donné que l'homme ne vit nulle part ailleurs dans le monde, dans le milieu, dans l'univers, que dans la nature, donc la nature est sous ce rapport en étroite relation avec l'homme. Voilà, bon, mais l'anthropocentrisme peut parfois nous pousser même à penser que nous sommes centrales dans la nature et que soit nous sommes les seuls à y vivre et y évoluer, ou bien parce que nous sommes les maîtres de cette nature. Mais l'un dans l'autre, il faut comprendre qu'il y a ici d'entrée de jeu deux dimensions de la nature. Vous avez ici la nature dans sa dimension physique d'abord. Quand vous dites nature physique, vous faites allusion au milieu. Alors, il y a ici, quand vous interpellez l'homme maintenant, vous avez la nature dans une autre dimension qu'on appelle la dimension biologique. Alors, la nature biologique de l'homme, et quand vous avez dit tout à l'heure inné, vous avez dit héréditaire, congénital, ce que l'homme amène, ce qui lui a été transmis à sa naissance par ses géniteurs, par ses parents. C'est tout le legs
naturel que l'homme a reçu de ses parents avant de venir au monde. Maintenant, une fois que l'homme vient au monde, étant donné qu'il n'y vit pas seul, il y vit avec ses semblables et vit dans un milieu, vous avez encore une autre dimension de nature qu'on appelle la dimension sociologique qui intègre et incorpore à la fois la dimension anthropologique. Qui n'a rien à voir avec la culture. Oui, en fait. Parce que jusque-là, parce que quand vous introduisez sociologique, oui. Il me semble qu'il y a le mot peut-être société qui revient. Ouais. Anthropologique, il y a le mot anthropologie qui revient. Ouais. Mais c'est des dimensions qui nous permettent d'avoir une juste idée de ce que c'est que la nature. Parce qu'il ne faut pas que l'élève en arrive à considérer que dès qu'on parle de nature, hop, c'est la nature intrinsèque, spécifique de l'homme, qui se limite dans une seule et unique dimension. Il faut qu'il comprenne les différentes extensions de la nature. Et toutes les implications qui entrent en jeu, il doit les comprendre pour voir sous quel angle on parle de la dimension sociologique de la nature de l'homme. Parce que lorsque l'homme arrive au monde, il faut le dire, c'est la société qui l'a accueilli. C'est la société qui le reçoit et qui très tôt a tendance, j'ai envie de dire, dans sa nature. Je ne parle même pas encore de la dimension parce que je parle de sociologie, vous pensez à la culture, mais je fais allusion à cette dimension qui est en rapport avec tout le processus de conception de l'homme. Un processus qui obéit à des règles. Le mariage d'abord devait conduire vers la reproduction. Quand la femme est enceinte, la grossesse, la société l'encadre, il y a des règles. Ensuite, quand l'enfant vient au monde également, il y a des règles. Il y a également, quand vous dites anthropologie, il y a également une dimension essentielle, naturelle chez l'homme, qui fait que quand l'homme vient au monde, on doit constater qu'il vient au monde avec les traits caractéristiques qu'on reconnaît d'un homme. Par exemple, quand un homme vient au monde avec 3 bras, 4 bras, est-il pour autant un homme? Alors que par nature, les hommes viennent au monde avec 4 membres, les membres inférieurs et les membres supérieurs. Quand un homme vient au monde avec 2 têtes, 3 têtes, est-ce qu'on va dire qu'il est un homme comme les autres? Il faut qu'on se pose la question parce qu'il y a un souci de conformité avec notre espèce. Et le souci est tellement grandissant parce que si nous ne prenons pas garde, notre espèce peut être rattrapée par des déformations et des déviations qui fait que d'autres espèces, ou bien dans le processus de la génétique, d'autres formes de croisement peuvent voir le jour et que notre espèce soit déviée de sa trajectoire évolutive. Voyez, depuis qu'on est parti de l'Homo australopithecus jusqu'à aujourd'hui l'Homo sapiens sapiens, il faut également que l'on veille. C'est pourquoi vous verrez des courants philosophiques, cette dimension-là également est à voir. La dimension philosophique de la nature, il y a ce qu'on appelle des eugénistes. Les eugénistes, eux, ils veillent sur la conformité de tout homme qui vient au monde. Ils veillent rigoureusement si cet homme est venu au monde avec tout ce que l'on reconnaît d'un homme. D'accord. Oui, parce qu'il y a d'autres esprits, j'ai envie de dire, selon les cultures et les traditions, qui très souvent guettent notre nature. J'ai envie de dire des cultures très jaloux, très envieux, pour ne pas dire très sohor et ignan, parce que c'est des esprits qui voltigent dans la nature mais qui n'ont pas de corps. Okay. Est-ce que si on n'y prend pas garde, ils ne vont pas se mélanger à notre espèce? Là, il faut veiller rigoureusement. Vous avez ici une dimension philosophique, sociologique, anthropologique, une dimension biologique, une dimension physique. C'est autant d'approches et de conceptions que nous devons nous faire de la nature pour ne pas évidemment nous y... Mais l'idée de l'état de nature, oui, dont nous parle Hobbes et Rousseau. L'état de nature considéré comme étant l'âge d'or, oui, ces hypothèses-là, oui, est-ce que vous pensez effectivement que c'est des éléments qui peuvent permettre oui, de comprendre? Si vous voulez, mais ces éléments-là vont venir davantage pour renforcer la compréhension que nous devons avoir, évidemment, de la nature de l'homme. Parce que lorsque vous posez ici la question à savoir qu'est-ce que l'homme par nature, immédiatement, on commence à se poser tellement de questions. Il y a énormément de pistes de réflexion, énormément de réponses. Mais en philosophie, on veut toujours partir de ce que la raison peut admettre. C'est ça qu'on appelle des hypothèses de travail. Mais quand vous sortez du cadre philosophique, vous verrez dans les autres domaines, il y a toujours des réponses à cette question. C'est ainsi qu'en philosophie, quand on pose particulièrement la question, soit de l'origine de la société, ou bien la question de la vraie nature de l'homme, ce qu'il est par nature, quelqu'un comme Rousseau par exemple, il va dire que par nature, l'homme est bon, il est naturellement bon. Vous ajoutez la société, il est corrompu. Parce que tout ce qui vient pour vicier sa nature, c'est-à-dire entendez par les dispositions naturelles, la naïveté, l'innocence, la neutralité, la pureté du cœur, c'est toujours ce qui est de l'ordre de la nature. Et quand Rousseau l'explique, pour que ça soit bien compris, il a besoin de retourner en arrière pour aller dans l'état de nature. Pour nous donner juste une hypothèse,
et pour essayer aussi de comprendre nos esprits, de convaincre du moins nos esprits, nos raisons. Rousseau dit, imaginez à l'état de nature. Que veut dire l'état de nature? Un état dans lequel il n'y avait pas encore de vie en société, de vie en groupe avec les règles, les normes et autres. Il dit, en réalité, les hommes n'étaient pas encore nombreux. Et la nature était tellement vaste, plus vaste, qu'il y a peu d'hommes pour les nourrir et les entretenir. Donc, dans cette nature où tout était disponible, tout était à la disposition de l'homme, il n'y avait pas besoin pour l'homme d'être méchant, d'être jaloux, d'être envieux. L'homme était ici naturellement bon. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui implique la méchanceté, la jalousie? C'est lorsque je suis en activité, interaction avec mon semblable. Mais ici, je n'étais en interaction qu'avec la nature, qui me donnait tout ce dont j'avais besoin. Manger, boire, dormir, s'aérer, tout était là disponible dans la nature. On n'avait même pas besoin de travailler pour véritablement gagner notre vie ou pour vivre ou pour survivre. En quoi donc l'homme a-t-il besoin d'être méchant dans cette nature? Il est généreux et il partage naturellement. Voilà pourquoi il dit l'homme par nature, il est gentil. L'homme par nature, il est généreux, il est altruiste. Mais s'il est devenu méchant, c'est parce que la société l'a corrompu dans ses relations. Donc ces deux hypothèses sont à mettre en rapport avec nature et peut-être un peu de société qui parle, ou bien dans individu et société. Non, parce vous avez parfaitement raison, c'est qu'en fait, si vous posez la question, tantôt dans individu et société, la même question se pose. Quand on pose la question à savoir quelles sont les origines de la société, nécessairement on a besoin de supposer un état antérieur pour voir quel est le point de départ de la société. Même dans le cadre, dans la dimension religieuse, lorsqu'on pose la question de l'origine de la société, immédiatement et naturellement, j'ai envie de dire, on pense à cet état paradisiaque où Adam et Ève vivaient de façon, j'ai envie de dire, naturelle, ou paradisiaque si vous voulez. Il n'y avait pas non plus de travail, il n'y avait pas non plus de jalousie, de méchanceté, tout était disponible. Et Dieu laissait à Adam et Ève le soin de manger, de faire tout ce que bon leur semblait, excepté, ou sauf, peut-être que c'est le seul interdit qui existait. Mais j'ai envie de dire, ce que l'on trouve au paradis dans tout ce qui était disponible, moi me semble similaire avec ce que l'on trouve dans l'état de nature rousseauiste, où la nature nous donnait tout ce dont nous avions besoin. On n'avait pas donc besoin d'être jaloux, d'être envieux. Mais l'inverse, c'est Hobbes maintenant qui lui pose la thèse tout à fait contradictoire de celle de Rousseau, en disant qu'en réalité, l'état de nature, dès lors qu'il n'y avait pas de règles, il n'y avait pas ici de valeurs, il n'y avait pas de normes. Qu'est-ce qui se passait? Les hommes se comportaient dans la nature comme les animaux s'y comportent. C'est quoi? C'est la loi du plus fort. Le plus fort avait tendance à imposer ses règles. Le plus fort avait tendance évidemment à s'en prendre au plus faible. Et ainsi de suite, les hommes se considéraient les uns les autres comme des ennemis. Et à chaque fois que je vois mon semblable, j'allais dire, à chaque fois que je vois mon différent, à chaque fois que je vois mon concurrent, c'est comme ça que Hobbes l'appelle. Parce qu'il n'est pas encore mon semblable. Il est encore mon loup. Homo homini lupus. L'homme est un loup pour l'homme. L'homme est un ennemi pour l'homme. Pourquoi? Parce que nous voulons la même chose. Nous compétissons ensemble et chacun considère l'autre comme celui qui l'empêche véritablement d'évoluer et de respirer. Voilà pourquoi ils avaient tendance à se faire la guerre de tous contre tous, les uns les autres. Dès que tu tournes le dos, on trouve tous les moyens de t'empoignarder. Ainsi donc, Hobbes dit, les hommes vivant dans cet état de guerre ne pouvaient plus continuer dans cette situation parce que ça épuise les nerfs. Toutes les forces sont concentrées à survivre et non pas à donner d'autre sens à leur relation. Et c'est ainsi qu'il fait émerger un Léviathan, un monstre si fort, si gigantesque, si puissant, si violent, si méchant, et plus méchant même que les hommes, mais qui utilise sa méchanceté pour dompter cette violence naturelle qui est chez les hommes. C'est-à-dire réussir à faire appesantir un peu leur ardeur naturelle à la violence, pour que les hommes apprennent à véritablement se socialiser, qu'ils apprennent à calmer leur ardeur et leur furie. Voilà pourquoi face au Léviathan, tous les hommes ont suffisamment trouvé de stimulus pour pouvoir se calmer. Parce que dès que tu franchis un peu la limite de l'infranchissable, le Léviathan est là pour sévir. Mais le Léviathan vous dit, si vous tous vous restez des semblables, je veillerai sur la sécurité, sur la paix, sur l'harmonie, sur l'ordre, sur le bonheur des uns et des autres. Donc du coup, le Léviathan s'érige comme un monstre, mais il s'érige en même temps comme un despote. Il s'érige comme un tyran, il s'érige comme un dictateur. C'est pourquoi Hobbes est en même temps le théoricien de la dictature. Et il justifie la dictature en rapport avec la violence naturelle qui est
et qui somnole chez tout être humain. Voilà, monsieur, professeur, c'est très bien. Maintenant, la notion de culture dans tout ça. Est-ce que véritablement, c'est ce que tout, comme on a dit tout à l'heure, tout ce que l'homme a ajouté à la nature? Ajouté à la nature. Évidemment, la culture, il faut le dire et l'admettre, c'est tout ce que l'homme ajoute à sa nature. Je parle d'abord de sa nature biologique. Parce qu'en venant au monde, nous avons naturellement des dispositions innées. À quoi? À manger, c'est naturel, on le partage avec les animaux. Même les végétaux ont besoin de se nourrir pour se développer. Nous avons naturellement le besoin de manger, de boire, de dormir, de déféquer, d'uriner, de respirer. C'est des besoins naturels que nous avons en commun avec les animaux. Ça, c'est naturel. Mais est-ce que nous autres humains, nous pouvons manger comme mangent les animaux en mettant la bouche dans le plat? Est-ce que nous pouvons boire comme boivent les animaux? Est-ce que nous pouvons satisfaire, j'allais dire déféquer, satisfaire nos besoins biologiques comme le font les animaux? Je vois dans l'évolution et l'histoire de la culture, particulièrement de notre culture, avant qu'on en soit au cœur d'une société moderne et évoluée avec le phénomène même des salles de bain pour satisfaire nos besoins biologiques, naturels, mais on parlait de ginnaaw kër. Avant ginnaaw kër, on allait à l'ëba, dem àll. Vous voyez dem àll, qu'est-ce que cela veut dire? Que nous ne satisfaisons pas nos besoins naturels comme le font les animaux dans leur milieu. Dans la maison, nous ne pouvons pas satisfaire. On allait quand même nous cacher quelque part, nous dérober du regard des autres et de la gêne que ça occasionne. Mais c'est de dem àll à dem ginnaaw kër jusqu'à dem wanak. Vous voyez la notion de wanak jusqu'à aller dans sa salle de bain. Ou lorsque toutes les conditions d'hygiène sont réunies, je dis vous pouvez même prendre votre natte et dormir là-dessus. Ou bien s'asseoir calmement, prendre votre journal, le lire, tout en satisfaisant vos besoins. Ou bien prendre votre hamburger, votre sandwich et en même temps s'asseoir sur votre chaise anglaise. Ça veut dire que les hommes ont tellement évolué et la culture a véritablement rendu la vie de l'homme beaucoup plus humaine. Au départ, on était naturellement des animaux, mais avec la culture, elle a réussi à dépouiller en nous cette animalité. Et là, quand on en parle, nous ne pouvons pas ne pas penser à Kant. Lorsqu'il fait le départ entre cette dimension négative et cette dimension positive de la culture, si vous voulez, mais de l'éducation. De la culture et de l'éducation, la dimension négative, il l'appelle la discipline. La dimension positive, il l'appelle la formation, il l'appelle l'instruction. La société à la naissance a tendance à discipliner l'homme. Que veut dire discipliner l'homme? C'est enlever chez celui-ci cette animalité qui somnole en lui, parce que l'homme est naturellement un animal. Et la société est là pour enlever, mooy dindi c'est une manière d'enlever cette dimension animale pour que l'homme puisse véritablement être un homme comme les autres. C'est ça le sens de la discipline. Mais l'un dans l'autre s'incorpore et s'intègre dans le vaste domaine qu'on appelle l'éducation. Les gens disent globalement éducation. Mais l'éducation comporte deux dimensions. La dimension discipline et la dimension instruction. La société traditionnelle dans individu et société se charge de discipliner l'individu. L'État, dans sa dimension formelle, se charge d'instruire les citoyens. Alors là, vous avez enlevé l'animalité. Et quand l'homme a cessé d'être un animal, la société, la famille l'amène à l'école et dit à l'État, le voilà maintenant, il est homme comme les autres, forme-le. Et à partir de là, l'État dit, je vais donc plus enlever l'animalité en lui, mais je vais élever son humanité. C'est pourquoi l'école humanise. La société socialise. La société socialise. La société socialise. L'école humanise. Voilà pourquoi quand vous avez fréquenté une école, demain vous aurez votre baccalauréat, vous serez heureux de dire c'est à Delafosse que j'ai fait mes humanités. Parce que c'est ici qu'on vous a formé. Et je dis toujours dans le cadre de notre travail, ici à l'école, les élèves ils viennent, ils entrent. Pour faire quoi? Pour entrer dans une retraite. Et cette retraite, je l'appelle retraite humaine. Ailleurs, on parlait dans la culture de circoncision comme un lieu de retraite où on forme l'homme pour que vous gagnez mu mën a doon góor. Mais ici, on y fait entrer les élèves pour que quand ils sortent de l'école, qu'ils soient des humains. Et nous voulons que quand ils sortent ici demain, qu'ils soient des humains et qu'ils puissent contribuer à humaniser
à humaniser toute la société. Mais professeur, pour anticiper un peu avec l'inconscient, vous pensez donc, comme Freud, que notre inconscient ne dort que d'un œil. Donc, il faut quand même dompter impérativement cette animalité pour quand même arriver à humaniser. Parce qu'il faut c'est des étapes. Je dis, notre humanité ne dort que d'un seul œil. C'est vrai, quelque part. Mais ce qu'il faut dire quand vous parlez de Freud avant d'aller plus loin dans ce contexte, c'est que la prise de conscience des enjeux qui se jouent ici, dans le processus de discipline et d'instruction, c'est que la société aussi doit prendre acte. C'est ça, là où je placerai la conscience. La société doit prendre acte des enjeux, de ce qui se joue. Il faut qu'on soit conscient. Il m'arrive très souvent de dire aux élèves, attention, nous ne sommes pas là pour vous discipliner. Ce n'est pas notre rôle. C'est les parents. Ce n'est pas notre rôle. Les questions de disparité, les questions de discipline, d'indiscipline, ce n'est pas notre rôle. Et je leur dis, chacun d'entre vous adopte une attitude qui est le reflet des valeurs sociales qu'il a reçues chez lui. Ah oui, quand je vois l'attitude d'un élève, je vois derrière lui toute une valeur que les parents y ont installée. Et quand je vois comment on l'appelle encore, un parent d'élève, lorsque je regarde sa tête, je ne le connais pas. Mais je vois à travers sa tête tout ce que l'élève représente. Parce qu'il est le reflet des valeurs qu'incarne le parent. Donc, discipline chez un élève, ça montre qu'il a reçu de bonnes valeurs. Le parent peut s'honorer, peut s'estimer honorable. Mais indiscipline chez un élève, mais on ne donne que ce que l'on a. L'autre me disait, la plus belle jeune fille d'ailleurs, ne peut donner que ce qu'elle a. Ne peut donner que ce qu'elle a. Qu'est-ce qu'elle a de plus valeureux? C'est sa virginité. Alors, le plus bel élève ou la plus belle élève ne peut donner que ce qu'elle a comme valeur reçue de ses parents. Que les parents comprennent qu'avant de laisser leurs enfants aller dans la société, ils doivent véritablement dépouiller l'animalité en eux pour que ces derniers puissent bien les représenter. À défaut, c'est leur échec. C'est ce que dit Massournia dans un de ses poèmes, intitulé Hymne à l'élève. Oui. Il dit, malheur est l'élève ignorant ce qu'est l'élève. Oui. Ignorant qu'il est graine que sa famille élève. Oui. Ignorant qu'il est arbre que son pays élève. Oui. Ignorant qu'il est édifice que ses maîtres élèvent. Oui. Mais un parent responsable doit être son premier parrain, Oui. chargé à la maison de lui baliser tout le terrain, Très bien. afin que le professeur puisse construire aisément son édifice, Très bien. dont l'élève appliqué jouira plus tard des bénéfices. Très bien. Alors, et ça me fait encore penser à Platon. Mais l'un dans l'autre, je dis, il faut le dire haut et fort que les parents le comprennent. Je dis, tous les métiers qui se font au monde s'apprennent, sauf le métier d'éduquer ses enfants. Ok. On est parents de façon naturelle parce qu'on a atteint l'âge d'être marié, on se marie, on fait des enfants et on improvise. C'est par tâtonnement que les parents éduquent les enfants. Or, l'éducation, c'est une science. Il faut l'apprendre. À défaut de l'apprendre, au moins prendre acte des rudiments les plus élémentaires. Il y a dans conscience inconscient que vous énumérez, mais tout un tas de symboles et de valeurs. J'en suis sûr et certain que si tous les parents le comprenaient, mais la société s'en porterait mieux. Descartes n'a pas tort. Cette étude est plus utile que n'est l'usage de nos yeux pour guider nos pas. Pourquoi? Parce que l'utilité de la philosophie réside dans le fait qu'elle nous élève vers un haut niveau d'humanité et nous distingue des plus sauvages et barbares. Que chaque nation est d'autant plus civilisée et polie que les hommes y philosophent mieux. Alors, j'aurais bien aimé qu'un parent, avant d'être parent, au moins, qu'il ait fait la classe de terminale, qu'il ait appris la philosophie ou à défaut, qu'il ait appris d'autres valeurs de l'éducation dans d'autres systèmes de formation et d'instruction. Au moins, les citoyens s'en porteraient mieux. Pour un peu clore ce chapitre, oui. Donc la notion également de culture, est-ce qu'il n'y a pas une équivoque à lever? Parce que dire qu'un homme est cultivé, là le mot culture diffère de ce que nous sommes en train de dire. Vous avez ici, dans le mot culture, il y a tellement d'éléments. Culture, vous avez même le mot culte, vous avez le mot cultiver, vous avez également le mot qu'on appelle culture générale, qui certainement n'est pas tellement loin d'être cultivé. Vous avez le mot civil, le mot civil, civilité, et le mot civilisation, si vous voulez, civiliser également. C'est autant de concepts qui entrent dans le cadre du prolongement de la culture. Alors, le culte, vous pouvez le considérer dans le culte religieux. Parce que le culte religieux, en réalité, est une activité culturelle. La religion est une manifestation de la culture. L'homme n'est pas né religieux. Qu'on ne pense surtout pas qu'un homme né d'un père et d'une mère musulmane, qu'il est naturellement un musulman. C'est faux. Alors, parce qu'il reçoit cet héritage social, mais ce n'est pas héréditaire.
Parce que s'il grandit et qu'on lui inculque pas les valeurs de cette religion, mais il peut être musulman ou chrétien ou juif, que de nom. Mais les valeurs, il faut qu'il l'apprenne. Tout ce qui a été installé à l'homme, lorsqu'il revient, lorsque par la reproduction, l'homme vient au monde, il doit tout réapprendre. Alors que chez les animaux, c'est naturel. Tous les acquis chez les animaux sont déposés dans leur patrimoine génétique. Alors, le culte religieux, donc, est une manifestation de la culture, mais le culte également, vous pouvez en parler dans un contexte très précis, société culte. Alors, y a-t-il, c'est Alain Finkielkraut qui le dit, peut-on parler de société inculte? Voyez le mot inculte. Inculte dans ce contexte, où culte peut renvoyer à la religion, mais société inculte n'est pas société qui ne croit pas en Dieu ou à la religion, mais société qui n'a pas de culture. Alors là, il faut forger le mot inculture. Est-ce que vous pouvez me parler d'une société qui n'a pas de culture? Ce serait paradoxal, dit Alain, parce que le mot culture, lui-même en tant que mot, se confond déjà dans le mot société. Société, c'est quoi? C'est l'aménagement humain dans la nature. Société, c'est lorsque l'homme vient dans la nature, voit le milieu de façon tout à fait animale, mais qui dit je ne vais pas y vivre comme les animaux, je vais aménager un espace. Et quand l'homme y aménage un espace, il l'appelle société. L'aménagement en soi est déjà un fait culturel. Donc, société à elle seule, avec tout ce que ça comporte comme valeur, comme éducation, comme norme, est déjà suffisante pour être au cœur de la culture. Donc, on ne peut pas parler ici de société inculte. La culture est dans la société. C'est la société qui transmet les valeurs de la culture. Vous avez ici cultivé, c'est avoir beaucoup de connaissances, c'est avoir beaucoup de valeurs, c'est avoir beaucoup d'attitudes, beaucoup de modes et de manières d'être. Vous avez maintenant civil. Civil, vous l'avez ici dans civitas. C'est en rapport avec, on parle très souvent de liberté civile. Civitas, c'est Hobbes qui utilise le terme, c'est-à-dire ici de res publica, de la chose commune, de ce qui a trait avec la cité, avec le citoyen. Alors vous avez civilité, c'est les règles de bienséance que nous devons adopter pour vivre en société. Vous avez civilisation, c'est l'ensemble des valeurs culturelles qu'un groupe, qu'une zone géographique a en partage. C'est ainsi que le monde est divisé en de grandes civilisations. Civilisation occidentale, civilisation négro-africaine, civilisation orientale, civilisation américaine, civilisation indienne, civilisation civile. C'est des groupes, c'est des zones qui ont des valeurs en commun. Voilà ici des concepts qu'il faut spécifier pour que demain, s'ils tombent, s'ils sont en situation, dans des problématiques qui les invitent à réfléchir sur ces éléments-là, qu'ils puissent très rapidement savoir faire ce que nous appelons en méthodologie la conceptualisation et savoir ouvrir les brèches que le sujet leur donne l'opportunité et l'occasion de traiter. Merci professeur. Donc peut-être pour terminer, qu'est-ce qu'on peut retenir? Sinon on peut permettre aux élèves d'intervenir pour voir qu'est-ce qu'ils ont retenu et qu'est-ce que véritablement vous aimeriez encore savoir concernant le premier chapitre qui concerne nature et culture justement. Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme par nature? Qu'est-ce que l'homme par culture? Qu'est-ce que l'homme par être? Bioculture. Je m'appelle Audrey, je suis en train d'intervenir dans ce lycée de la France. Donc, tout à l'heure, M. Kani vous parlait de différence de culture. Donc, je vous pose la question, est-ce que ces différences de culture fait de nous des hommes différents? Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Hadbit Saïdeba, élève en terminale au lycée mixte de la France. Bon, je voulais savoir sur la pensée d'un grand sage, M. Ahmed Gassi, qui disait que imaginer un monde sans obstacle serait ignorer la nature même des choses. Je voulais que M. Kandi nous apporte, nous dise ce qu'il pense. Voilà donc nous remercions les élèves qui ont vraiment posé des questions très pertinentes, professeur. Je pense que ces questions-là nous permettent un peu de revenir sur l'essentiel de ce qu'il faut comprendre justement concernant le concept de nature et culture. Je pense que les questions ont été bien cadrées d'ailleurs. Alors quand elle demande ici la dimension, la tridimensionnalité de l'homme, ce qui semble être deux questions, en réalité, je pense que c'est déjà une seule question. Parce qu'il a lui-même détaillé la question en parlant de l'homme par nature, l'homme par culture et l'homme un être bioculturel. C'est qu'en fait, lorsque vous faites la synthèse de nature et de culture,
vous avez la dimension bio. Bio, et maintenant l'autre élément, c'est culture. Alors, vous parlez de soit bioculture ou bioculturel. Alors, bio, vous avez le diminutif de biologique. Et biologique, ce qui est génétique. Et génétique, ce qui est, j'ai envie de dire, congénital. Et donc, congénital, ce qui est naturel. C'est qu'en fait, dans la dimension, il y a chez les philosophes ce qu'on appelle des philosophes naturistes, pour ne pas dire naturalistes, pour entrer dans les mouvements littéraires. Alors, on les appelle des naturistes, des philosophes qui définissent essentiellement l'homme par nature et qui considèrent qu'en réalité, l'homme est un être, il est un produit de la nature. La culture est venue s'ajouter à sa nature. On parlait tout à l'heure de Rousseau, on parlait de Hobbes, on pouvait également parler de Alain, c'est lui qui conçoit la définition de l'homme comme un être nu naturellement parce qu'il est venu au monde nu et nul. Nul, vierge de connaissance, nu parce qu'il n'a pas amené quelque chose qui s'appelle culture, couverture, habillage ou habillement ou autre. Alors, mais quand j'en parle, je le dis avec beaucoup de réserve parce que dans la théorie de la réminiscence chez Socrate, on a l'idée que l'homme également vient en apparence vierge, mais en réalité l'âme est détentrice de connaissance. Alors, donc, vous avez ici la conception de l'homme par nature. Maintenant, les autres, ce sont les culturalistes qui, eux, définissent l'homme essentiellement par culture. Parce que si vous enlevez la culture de l'homme, mais il ne lui reste absolument rien. C'est sous ce rapport qu'on peut dire qu'en réalité, la culture est même ce qui reste quand tout s'en va. Quelqu'un comme Georges Mackay, en réalité, il dit, mais la culture c'est quoi? C'est l'aménagement de l'homme dans son milieu. La culture c'est quoi? C'est les moyens que l'homme utilise pour s'adapter et vivre et évoluer dans la nature. Or, il n'y a aucune nature, aucun milieu où l'homme peut évoluer sans pour autant s'aménager. Sinon, il disparaît parce qu'il partage la nature avec d'autres êtres plus hostiles, plus forts, plus violents que lui. Il risque de l'éliminer. Donc, il est obligé de s'aménager. Et la manière dont nous occupons notre société montre que nous sommes bien aménagés culturellement. Maintenant, l'homme, quelque part, chez les bioculturalistes, vous avez un peu des thèses comme celle de Jacques Monod, par exemple, qui nous montre qu'en réalité, l'homme est un être bioculturel. Pourquoi? Parce que le biologique constitue ici une base. Le biologique, c'est le support de ce qui est culturel. S'il n'y avait pas de main, je ne saurais écrire. S'il n'y avait pas de main, je ne saurais travailler la terre. S'il n'y avait pas de main, je ne saurais soulever. S'il n'y avait pas de pied, certainement, je ne saurais courir. Donc, nos outils naturels constituent des supports qui nous permettent évidemment de porter la culture. Donc, on ne peut pas départir la nature de la culture parce que s'il n'y avait pas de nature, il n'y aurait pas de culture. La culture sans nature n'aurait pas de sens. Voilà pourquoi Edgar Morin en arrive à dire tout acte humain est naturellement culturel. Et culturellement naturel. L'homme, en réalité, c'est un mélange de nature et de culture. C'est la seule chose qui puisse lui permettre véritablement de garder intacte son identité. C'est très bien. Alors là, elle parle de la culture, de diverses cultures. Est-ce que c'est une raison de différencier les humains? Alors, les hommes, nous, c'est vrai, la richesse, je le considère comme telle dans la suite de Marcien Toa. La diversité culturelle est une valeur, est une richesse pour le génie créateur de l'homme. Alors, nous devons nous en féliciter qu'il y ait autant de diversité, autant de manières de se conduire et de se comporter dans la nature. Et Marcien Toa part d'une hypothèse extrêmement fondamentale. Il le dit, c'est une proposition centrale. L'humanité n'est pas génériquement identique en raison de la diversité culturelle, mais parce qu'il y a une diversité culturelle que nous devons tendre vers l'unité. Nous ne sommes pas naturellement égaux, il faut le dire, même si on a souvent tendance à dire nous provenons tous d'Adam et Ève pour les croyants. Mais Adam et Ève, est-ce qu'ils sont pareils? Vous avez dit Adam et Ève, homme et femme. J'ai envie de dire différents par nature. Donc nous ne sommes pas identiquement, nous ne sommes pas génériquement identiques. Nous ne sommes pas naturellement identiques parce que nous avons des modes et des manières d'être naturels qui sont différents. Mais parce que nous sommes différents, que nous devons utiliser nos différences pour aller davantage en avance. Nous avons cette capacité, cette intelligence qui nous permet d'un endroit à un autre de développer des valeurs culturelles. Autant d'hommes, autant de valeurs culturelles. Est-ce que nous ne devons pas utiliser nos différences pour nous renforcer et aller davantage vers tout ce qui peut
prôner le progrès et le développement de l'espèce humaine. Nous devons utiliser nos différences pour nous renforcer. Ici en Afrique, on a nos valeurs culturelles. En Amérique, ils ont leurs valeurs culturelles. En Europe, ils ont leurs valeurs culturelles. Et il dit, ce n'est que dans une même humanité que vous voyez racialement et biologiquement homogène, qui peut intégrer une diversité de valeurs culturelles. Le même Homo sénégalensis est capable d'intégrer la civilisation négro-africaine, la civilisation occidentale, la civilisation orientale. Quand un Sénégalais vous parle arabe, quand un Sénégalais vous parle espagnol, quand un Sénégalais vous parle indo-chinois ou français ou japonais ou je ne sais quoi encore, vous avez l'impression que c'est le japonais qui parle, c'est le chinois qui parle. Nous pouvons intégrer toutes les cultures que les autres hommes ont tendance à développer. Mais également une humanité hétérogène. Sénégalais, français, japonais, indien, chinois, hétérogène peut intégrer une seule et même culture. Le style American Way of Life est devenu aujourd'hui une référence universelle. Dans toutes les cultures, on voit des modes un peu uniformisés, tendant à adopter le style de vie américain. C'est leur culture qui est en train aujourd'hui de s'exporter à travers le phénomène de la mondialisation, où il y a un combat entre les cultures. Les uns, comme Senghor, prônent la civilisation de l'universel, d'autres prônent l'uniformisation civilisationnelle. C'est-à-dire arriver à ce qu'une civilisation puisse imposer sa culture aux autres peuples. Mais l'un dans l'autre, on voit que si une seule humanité peut intégrer plusieurs cultures, c'est que nous n'avons rien à gagner en prenant les valeurs culturelles positives des autres et en les ajoutant aux nôtres pour davantage nous renforcer et aller de l'avance. Vous avez ici l'homme et les différents obstacles auxquels il est confronté dans sa vie. Il parle de la parole du sage, mais c'est encore plus que de la sagesse. Ça, je pense, tout homme devrait entendre cette voix et en donner l'écho. En réalité, il n'y a pas de vie sans obstacles. Notre vie est un chemin très long, rempli ici d'embûches. Nous avons tellement d'obstacles, nous avons tellement de raisons, et je le dis très souvent aux élèves. Chaque jour que nous quittons chez nous pour venir à l'école, chacun d'entre nous est porteur de problèmes et de difficultés, qui sont des raisons suffisantes pour ne pas venir à l'école. En commençant par le maître qui est là et qui fait son cours, en passant par les élèves, jusqu'au chef d'établissement, jusqu'au chef de l'État. On a beau penser qu'il n'a pas de problème, qu'il n'a pas d'obstacle, mais nous sommes tous porteurs de problèmes, dit Jean Maisonneuve. Et nous sommes porteurs de problèmes et d'un problème mal résolu. Mal résolu. Voilà pourquoi je ne vais pas partir de mes problèmes pour vouloir en faire le centre de l'univers. Passer tout mon temps à pleurnicher pour que tout le monde sache que j'ai des problèmes. Chacun d'entre nous a des problèmes suffisants pour ne même pas ouvrir la bouche quand il vient à l'école. Mais nous nous donnons l'effort de sourire. Et chaque matin, je dis, outillez-vous de votre sourire matinal, que je considère comme une thérapie de l'âme. Et je vous recommande chaque matin, quand vous réveillez tôt le matin, avant même de sortir de chez vous, avant même de prendre votre douche, souriez-vous. Souriez-vous, souriez-vous, avant même de vous doucher, souriez-vous. Je dis, ça vous portera bonheur et ça vous permettra de sourire toute la journée. C'est M. Kandji qui... Merci, professeur. Souriez. Merci. Vous avez Merci. Oui, voilà donc M. Kandji. Je pense que nous n'aurons pas le temps de revenir sur les autres concepts, mais nous comptons revenir prochainement pour quand même aborder des chapitre également aussi important que nature et culture, qui se trouve être individu et société, conscience, inconscient, État et pouvoir politique, et même la notion de liberté. Je pense que nous pouvons quand même peut-être disposer un peu de temps pour revenir sur ces différents concepts-là, qui me semblent également des concepts très importants pour l'épreuve du bac. Ouais. Voilà donc peut-être votre dernier mot. On va terminer en beauté. Merci. De toute façon, tout le plaisir est pour nous. Les portes du lycée vous sont grandement ouvertes. Nous ne faisons que ça tous les jours. Nous travaillons toujours à faire ça. C'est pourquoi si vous nous invitez dans ce travail-là, on le fait avec beaucoup de passion, beaucoup d'amour, beaucoup d'engagement. On le fait chaque jour de lundi jusqu'au samedi, sans repos. Alors, je voudrais évidemment remercier les élèves pour leur disponibilité, leur engagement à nous suivre tout le temps dans cette aventure. J'avoue que véritablement on a appris ensemble beaucoup de choses, au-delà de la philosophie spéculative, mais précisément de la philosophie pratique, la philosophie comportementale. On a appris beaucoup de choses. Nous avons appris d'eux, ils ont appris de nous. C'était des moments d'échange. On a travaillé aussi dans des moments exécrables. On a fait des sacrifices. On travaille les vacances, on a travaillé les samedis, on a même travaillé les dimanches. Hein? Ils sont là. On a travaillé tous les jours de la semaine. Hein?
Il y a même des devoirs qu'on organise dimanche, un jour où tout le monde dort. J'en profite pour les parents qui vont écouter et qu'ils sachent que tous les dimanches que les enfants auront dit que M. Kandji nous a convoqués, on était là au lycée. Hein? Voilà. Mais je ne généralise pas pour ceux qui disent que je vais au lycée avec M. Kandji et qui font du dia de cogne. Hein? Alors, je dois remercier aussi les autorités administratives de l'école, notre censeur, un travailleur, un homme ardu, engagé. Hein? Je dois remercier aussi le proviseur, mon conseiller, mon manager, un littéraire, véritablement, auprès de qui j'apprends beaucoup de choses. Je dois également, certainement, heureusement que je finis par là, un peu avec un air un peu dépité, regretter la perte d'un être cher pour la communauté des philosophes. C'est M. Pierre Sarr, le chef du département de philosophie, qui nous a véritablement faussé compagnie le 28 avril dernier. Nous l'avions accompagné jusqu'à sa dernière demeure à Kaolack. Nous saluons au passage sa famille, Mme Clémence. Nous saluons également le nouveau chef du département, M. Malik Diagne. C'est des gens qui nous ont beaucoup formés. Alors, et quand on était tellement éplorés, perdus, qu'on n'en revenait pas, ils nous ont tous rappelé l'enseignement de Socrate. Philosopher, c'est apprendre à mourir. Et la meilleure manière de pleurer la mort de Pierre Sarr, c'est de continuer à philosopher. Et c'est ainsi que, véritablement, nous regrettons son départ, en faisant ce qu'il a toujours aimé que nous fassions, en faisant ce qu'il nous a enseigné de faire, c'est la philosophie. Et au nom de la philosophie, véritablement, nous regrettons son départ et souhaitons que la lumière de la science, véritablement, occupe et l'occupe dans sa tombe. Je vous remercie. Merci, M. Kandji. Nous vous présentons aussi nos condoléances. Merci. Voilà donc, mesdames et messieurs, c'était tout pour ce numéro de révision consacré au domaine 2 de la philosophie. Mais nous n'avons pas pu aborder toutes les questions relatives à ce domaine-là. Mais nous comptons revenir prochainement avec M. Kandji toujours pour quand même donc, continuer dans la même lancée et ébaucher un peu les autres concepts. Voilà donc, c'était tout, mais nous vous donnons rendez-vous, en tout cas dans une semaine, pour un autre numéro de révision. D'ici là, bonne suite de programme sur la chaîne des valeurs Mourchid TV. Merci beaucoup. Voilà, merci. Merci. Merci également les jeunes.